bonsoir, bienvenue à votre magazine des sports 100% sport en direct de Niamey sur Canal 3 Niger. On parlera bien sûr de TGV, on parlera du championnat de handball et bien sûr le MENA d'or. Martin Radio, bonjour. Bonsoir Serge Mathurin, bonsoir amis téléspectateurs de partout dans le monde. Oui, bonsoir, il dit bonjour, mais bon, ça dépend de ceux qui nous regardent du côté des Amériques ou quelque part en Chine. Ce qui est sûr, vous êtes en direct sur Canal 3 Niger. Très bien habillé, Martin Radio. Ça, c'est une chemise qui vient de très loin. Merci, une chemise tout simplement. Une chemise tout simplement. Ton couturier, il est pas mal, hein, parce que je sais que ça, c'est pas du prêt-à-porter. Taillé sur mesure. Comme ça, tu feras un compte rendu financier à M. Bachir. Ouais, mais écoute, quand on parle de matin quand même, c'est pas de la publicité. Hein. C'est la publicité, on appelle ça publicité maison. Matin Radio, on va partir avec une note, je dirais, une note sombre. Le football est en deuil. Oui, le football africain est en deuil, le football tout court est en deuil. Il s'agit de l'ancien patron de la CAF, celui dont le nom se confondait tout simplement à la CAF, le président Issa Hayatou, que beaucoup ont connu. Nous sommes nés, il était déjà président de la CAF. Il a géré la CAF, comme le diraient certains, d'une main de fer. Et il a tiré sa révérence le jour même où, pendant que les Jeux Olympiques se tenaient à Paris. Et il est décédé comme aussi un symbole à Paris. Et on sait quand même qu'il était souffrant depuis un bon bout de temps. Mais Issa Hayatou, c'est une personnalité de taille du football ou du monde politique, footballistique qui s'en va, qui a attiré sa révérence. Et on a décidé de faire un clin d'œil à ce monsieur qui a marqué le football continental et le football, comme je le disais, tout court. Beaucoup se souviendront de lui au Niger particulièrement, pour avoir été le président de la CAF sous le règne de qui le Niger a organisé une compétition continentale, à savoir la Coupe d'Afrique des Nations U17 en 2015. Et il est aussi celui qui a pesé de tout son poids pour que le Niger puisse avoir l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans. Et tout cela méritait quand même un hommage particulier sur l'homme qu'a été Issa Hayatou, le Camerounais. Au moment même où le football africain célèbre la médaille de bronze du Maroc obtenue face à l'Égypte aux Jeux olympiques Paris 2024, un deuil vient assombrir le climat de joie dans la foulée. L'ancien président de la Confédération africaine de football CAF, le Camerounais Issa Hayatou, s'est éteint ce jeudi 8 août à Paris, à la veille de ses 78 ans. Après une première rumeur autour de sa mort, la mauvaise nouvelle est désormais officielle. Figure incontournable et emblématique du football africain pendant des décennies, Issa Hayatou est décédé à l'âge de 77 ans. Ce pur produit du sport, né le 9 août 1946 à Garoua, dans le nord du Cameroun, aura consacré une grande partie ou presque toute sa vie au foot africain. Président de la Confédération africaine de football pendant près de 30 ans, il personnifia à lui seul la CAF jusqu'en 2017, année de sa défaite surprise face au Malgache Ahmad Ahmad. Son nom avait à ce point fini par se confondre avec la présidence de la Confédération qu'on en oublierait presque qu'il avait eu une autre vie, et même d'autres vies. Mais tout le destinait à jouer un rôle dans le sport, même si ce fils de sultan musulman avait déjà une voie tracée par une riche famille de notables influents. Car pendant que ses aînés gravitaient autour de la politique, devenant secrétaire général de l'Assemblée nationale pour Amadou Hayatou ou secrétaire d'État à la santé pour Garga Alim Hayatou ou même premier ministre pour Sadou Hayatou, le jeune Issa choisissait sa propre vie. Ce serait sa passion, son métier, sa vie. Pendant la gouvernance d'Issa Hayatou, la CAF, constituée de 55 membres, était devenue riche avec la manne des droits TV, même si la distribution des richesses et leur gestion ont été souvent pointées du doigt. Issa Hayatou a aussi occupé le poste de président de la FIFA entre octobre 2015 et février 2016, après la démission de Sepp Blatter. Issa Hayatou a durant toute sa carrière contribué au développement du football africain.
Il a obtenu l'organisation de la première Coupe du Monde en Afrique en 2010 où l'Espagne s'était opposée. Après près de 30 ans, à la CAF, Issa Hayatou avait occupé les fonctions de président du conseil de l'administration de l'Académie nationale camerounaise de foot, ANAFOOT, et membre du comité local d'organisation de la CAN 2021. C'est aussi sous le règne du président Issa Hayatou à la CAF que le Niger a abrité sa première compétition africaine de football avec l'organisation de la Coupe d'Afrique des moins de 17 ans en 2015. C'est aussi grâce aux Camerounais que notre pays obtiendra aussi l'organisation de la CAN U20 en 2019. Issa Hayatou s'en va et c'est une page de l'histoire du football africain qui se tourne. Malgré certaines critiques sur sa gestion de la CAF, le manager Issa Hayatou laisse derrière lui un riche et mémorable héritage de son passé dans le football africain et mondial, d'où le retentissement de son nom pour encore très longtemps. Adieu, président. Merci Martin Aradio, Martin Bayambé Aradio, hein, parce que là il faut toujours ajouter le nom du village. Martin, Issa Hayatou s'en est allé, on pourra regarder, tout à l'heure on parlait de ces deux organisations au Niger. Issa Hayatou, grâce à Issa Hayatou quand même, le Niger a pu organiser deux coupes sur ses propres installations ici à Niamey. Oui, je pense quand même que pour nous, Issa Hayatou, le décès de Issa Hayatou aura un goût amer pour l'homme qu'il a été, pour l'amour qu'il avait pour cette discipline qu'est le football. Issa Hayatou, au-delà de tout ce qu'on peut dire sur sa gestion, c'est tout à fait normal et naturel quand vous avez une certaine longévité à la tête d'une institution aussi grande que la CAF et que vous faites pratiquement 30 ans et plus en train de gérer. C'est normal que les critiques fusent de partout. Tantôt comment le dire, à tort ou à raison, je suis parvenu à trouver l'expression, mais ça reste quand même l'homme qui aimait la discipline. Et on peut tout dire, mais nous au Niger ici, on va être reconnaissant pour ce qu'il a été pour le Niger. On se souvient lorsqu'on attribuait la CAN, l'organisation de la CAN U17 au Niger, il y avait des critiques un peu partout sur le continent parce que pour beaucoup le Niger ne méritait pas d'organiser cette compétition. Ensuite, le Niger a obtenu la CAN U20 toujours grâce à l'action de cet homme qui vient de tirer sa révérence. Donc c'est dire quand même que pour nous, Issa Hayatou a été quelqu'un de bien, quelqu'un qu'on ne va pas oublier de sitôt, surtout si on s'appuie sur ce qu'il nous a permis d'avoir, à savoir les deux organisations de Coupe d'Afrique des Nations. Et ce n'était jamais arrivé dans notre histoire d'organiser une compétition continentale, mais Issa Hayatou a permis au Niger de les abriter et de réussir leur organisation. Nous ne pouvons que nous incliner devant la mémoire de cet homme, et que dis-je, de ce grand homme qui désormais a quitté ce monde. Mathieu Radio, on va aussi parler de cet intérimaire, cette blatère qui s'en va, il fallait trouver quelqu'un, et Issa Hayatou, l'Africain, qui va, je dirais, diriger cette institution d'octobre 2015 à février 2016. C'était un exploit, bien sûr, pour nous, Africains. Je ne dirais pas que ça soit un exploit. Je ne suis pas de ceux qui pensent que jouer les pompiers pour nous, Africains, ça soit un exploit. Je suis désolé. Parce que quand vous prenez, l'Afrique est le contingent entre griffes le plus élevé de la FIFA. Donc vous avez 55 fédérations, ça fait 55 voix à une assemblée générale élective. C'est pas rien. Mais jamais nous n'avons occupé ce fauteuil de président de la FIFA. Tout simplement parce que on préfère se contenter du peu qu'on nous donne. On préfère s'aligner derrière les autres en échange de quelques intérêts ça et là. Et ça, c'est un autre débat. Mais il a été intérimaire parce qu'à l'époque où le scandale qui éclaboussait la FIFA à travers son président Sepp Blatter, le Suisse, il était déjà vice-président et les textes, naturellement, lui permettaient d'être
intérimaire. Peut-être que si c'était autrement, il ne serait pas intérimaire, malgré la grandeur de l'homme, malgré son management à la tête de la CAF pendant plusieurs décennies. Je pense que nous, on va retenir quand même cet homme qui a amené le football continental à un niveau. Dans l'élément, je l'ai souligné, grâce à lui aujourd'hui, la Coupe d'Afrique des Nations attire les médias du monde. C'est payant. Pour ceux qui ne le savent pas, pour diffuser une compétition, c'est payant. Voilà pourquoi des chaînes comme Canal 3 ne peuvent pas diffuser la Coupe d'Afrique des Nations, parce que c'est lourd à payer. Et pour le moment, peut-être que dans un avenir certain, Canal 3 s'alignerait peut-être sur les médias qui diffuseront la Coupe d'Afrique, mais pour l'instant. Mais c'est dire quand même qu'aujourd'hui, son système managérial a permis à la Coupe d'Afrique des Nations, a permis à la CAF tout simplement d'avoir les moyens de ses actions. Et je pense qu'on va saluer cet état de fait et au-delà, saluer aussi l'homme qui aimait le football et qui le défendait de par le monde. Oui, Matin Radio, malgré bien sûr son départ, après avoir, je dirais, lu un autre président, Issa Hayatou n'a pas laissé le football africain. Je dirais, il s'est toujours impliqué. Il s'en est toujours impliqué, du moins. Je crois que le football a toujours été une part importante de sa vie. Il avait la possibilité de faire autre chose. Il n'est pas tombé, il n'est pas sorti du néant pour tomber dans le football africain. Il est d'une famille immensément riche. On l'appelle l'ayatollah du football africain, c'est pas pour rien. Il pouvait peut-être choisir d'être un grand homme d'affaires. Il resterait toujours riche. Et ses frères, on a cité ses frères qui gravitent autour de la politique au Cameroun. Mais Issa Hayatou avait choisi tout simplement le football. Et même quand il a été déchu de façon surprise au niveau de la CAF, il est retourné, il a continué par être dans le football camerounais jusqu'à sa mort. C'est dire quand même que Issa Hayatou, c'est l'homme et sa passion qui est le football. Ici, il y a toujours impliqué. Maintenant, merci Matin Radio pour je dirais, ce film sur Issa Hayatou, paix à son âme, que son... voilà, paix à son âme. Matin, on va parler maintenant de handball. Il y a eu l'ouverture ce week-end de la 19e édition du championnat national, couplé, n'est-ce pas, à la première édition du championnat national des centres dénommé Coupe de la souveraineté. Ouais, c'était ce week-end du côté de l'Académie des arts martiaux. C'est quand même le sommet de la saison. Organiser un championnat, c'est l'aboutissement de plusieurs activités de la fédération à travers les ligues, les clubs qui fait quand même, qui se manifeste. Et c'est pour les sportifs ou pour les handballeurs et handballeuses, c'est la fête nationale de leur discipline. Ce week-end, pratiquement tous les clubs de l'intérieur étaient tous à Niamey pour ce rendez-vous qu'il ne fallait pas rater. On va vous faire vivre quelques extraits de ces allocutions qui ont marqué la cérémonie d'ouverture de cette 19e édition du championnat national de handball couplé au centre de formation. Qui nous réunit cet après-midi entre dans le cadre de la mise en œuvre de nos activités annuelles. Il s'agit de la cérémonie d'ouverture du 19e championnat national senior de handball et de la première édition du championnat national de handball des centres dénommé Coupe de la souveraineté. Mesdames et messieurs, l'objectif principal de ces deux compétitions consiste à nous acquitter d'un devoir, celui de réunir les jeunes handballeurs autour d'un idéal commun, la pratique et la promotion du handball au Niger. Il s'agit surtout de rassembler ces jeunes à leur inculquant à travers le sport l'importance de la citoyenneté responsable, les valeurs de la République et principalement la mission des autorités de la transition. À tenue, il s'agit de promouvoir l'unité nationale, le patriotisme, la solidarité et le respect des institutions républicaines. Chers sportifs, pendant une semaine, vous aurez à vous rivaliser d'ingéniosité, de talent et surtout de fair play.
Ces regroupements interviennent dans un contexte, ils l'ont tous dit, de sauvegarde de la patrie. Et il n'y a pas meilleure tribune pour inculquer et inviter toute la jeunesse à s'inscrire dans cette dynamique. Madame la Présidente, soyez-en félicitées et remerciées. Je voudrais également leur rassurer que le soutien du ministère de la Jeunesse, des Sports, de la Culture, des Arts et des Sports ne fera pas de défaut. Nous serons derrière vous pour vous accompagner dans cette démarche. Je voudrais également souhaiter la bienvenue à toutes ces jeunes filles et ces jeunes garçons qui nous sont venus de toutes les régions du Niger. Je voudrais donc, avant de déclarer donc la séance ouverte, leur souhaiter donc une bonne compétition dans le fair play et le respect des adversaires. Quelle que soit la victoire, elle restera nigérienne. Ce qui est important et qu'il faut retenir, toute la jeunesse doit l'inculquer, c'est pour eux, qui seront donc les dirigeants de ce pays demain, que cette dynamique a été initiée. Inscrivez-vous donc dans cette dynamique de sauvegarde de la patrie et c'est vous qui serez donc les bénéficiaires demain. Voilà, donc le championnat national senior, maintenant c'est jusqu'au 17, le championnat national des centres de formation jusqu'au 16, c'est entre le palais du 29 juillet et l'Académie des arts martiaux de Niamey. On va directement au TGV, le grand terrain de, je dirais, tournoi de Maracana. C'est vrai qu'il y a TGV et puis GTM, grand tournoi de Maracana. Voilà. Tournoi de Maracana qui est aussi un tournoi de grandes vacances. Sauf que cette fois-ci, c'est sur un terrain réduit, un petit terrain qui n'a rien à voir avec le terrain classique où on joue avec grands poteaux. Ici, c'est les petits poteaux, comme on les appelle, c'est le nom exact et qui le désigne. Mais ici, c'est le nom GTM est devenu pratiquement comme un label de ce tournoi de grandes vacances qui est organisé au niveau de Poudrière, du quartier Poudrière, qui rassemble plusieurs clubs, cette année 16 au total, qui gravitent autour des quartiers et d'autres au-delà, bien sûr, de ces deux quartiers, Cité Faisal et Poudrière. L'objectif de ce tournoi aussi est de créer la solidarité, l'entraide, la cohésion entre les jeunes et les amener à se soutenir et à vendre valablement les quartiers Poudrière, Cité Faisal. Période de vacances, moment de retrouvailles entre jeunes dans les quartiers de Niamey autour du Ballon Rond. Le grand tournoi de Maracana Poudrière Cité Faisal, devenu instrument d'expression autour de plusieurs valeurs telles que la solidarité et la cohésion, s'impose désormais au milieu des autres TGV de la capitale grâce à la volonté de ses organisateurs qui en font aussi un moyen de sensibilisation. L'édition 2024 qui a démarré le samedi 10 août s'inscrit sous les mêmes signes. À partir de ce samedi 10 août, nous avons le bonheur de commencer notre tournoi qu'on a dénommé Grand Tournoi de Maracana Poudrière Cité Faisal. Et encore une fois, comme toutes les années, aussi cette année, c'est toujours le même esprit qui guide la compétition. L'esprit de pouvoir réunir les jeunes, les personnes âgées, de façon générale, les populations de Niamey à se réunir autour du Ballon Rond pour célébrer, pour renforcer les liens de solidarité, d'entraide entre les populations. Vous n'êtes pas sans le savoir que pendant des longs mois, les jeunes manquent d'opportunités très souvent où ils peuvent se rencontrer, où ils peuvent partager, où ils peuvent exprimer leur talent. Ce tournoi est en train de leur servir de cadre, d'occasion pour pouvoir exprimer ce talent, pour pouvoir se rencontrer, pour pouvoir partager. Je crois que toute vie humaine tire sa richesse des rencontres réelles d'humanité, de partage, de solidarité, d'entraide. C'est à ce cadre et à cela que sert ce tournoi. Cette année, nous sommes heureux de voir que l'ensemble des check-points ou des check de notre checklist, de tout ce qu'on voulait avoir pour le lancement a été respecté.
et nous l'avons réuni. Cette édition 2024 se tient dans un contexte économique défavorable, ce qui n'a pas entamé la volonté des organisateurs de tenir malgré tout ce rendez-vous d'échange entre les jeunes des quartiers dont sont issues les équipes participantes. Et il est vrai que le contexte, avant même le contexte, nous avions eu toujours souvent des difficultés pour joindre souvent les deux bouts, comme on le dit, parce que les accompagnements matériels et financiers de la part des partenaires manquent très souvent. Cette année, le contexte a pu donner beaucoup d'excuses à beaucoup de personnes, mais qu'à cela ne tienne, nous avons en tant que comité d'organisation et en tant que parrain et président d'honneur de ce comité d'organisation, nous avons tenu à ce que ce tournoi puisse se tenir. Le coup d'envoi donné, les 16 équipes engagées se rivaliseront pour livrer un beau spectacle et pour enflammer le public dans un premier temps et dans un second, totaliser les victoires tout en visant le sacre final. Mais en attendant, c'est la fête du foot vacances dans le quartier pendant plusieurs jours. Poudrière, Cité Fessal, voilà, allez-y chaque soir, applaudir et encourager, soutenir vos différentes équipes. Grand tournoi de Maracana. On va parler maintenant de tournoi des grandes vacances. Et là, nous sommes à Taladjé. C'est la 7e édition. Le coup d'envoi a été donné hier au terrain de l'hippodrome. 16 équipes qui vont se rivaliser jusqu'à la fin. Donc hier, le champion en titre Jaguar FC de Saga était face au tout puissant de Taladjé et le score était 2 buts à 1. Donc ceux qui détiennent le titre ont eu, je dirais, ont pris le dessus sur les hommes de Taladjé. À la fin, nous avons reçu bien sûr le promoteur de ce TGV et voici ce qu'il en dit. Une fois de plus, on est là pour une nouvelle année 2024 du TGV Taladjé, 7e édition. Alhamdulillah, par la grâce de Dieu, on vient de finir les matchs d'ouverture, comme vous le constatez. Donc, on ne fait que remercier le bon Dieu de nous avoir montré ces grands jours. Les joueurs professionnels, on a cette fois-ci donné la chance à les joueurs amateurs, parce que comme vous le savez, les TGV c'est pour promouvoir les joueurs qui sont dans les quartiers, qui n'ont pas de club. Mais pour les joueurs professionnels, on a limité les licences. Ligue Pro 3 joueurs, Ligue régionale 3 joueurs, jusqu'à la fin du tournoi. Okay. Alors est-ce que ça s'est bien passé? Parce que là on voit de l'eau un peu partout. De l'eau, en tout cas, ça n'a pas été facile. Hier seulement, on ne croyait même pas qu'on allait jouer sur ce terrain, vu la situation, comme vous le voyez ici. Il y a l'eau partout. Le comité a pris en charge de vraiment faire sortir l'eau dans les terrains. On a amené des motopompes pour pouvoir évacuer l'eau dans les terrains pour notre ouverture aujourd'hui. Bon, alhamdulillah, ça s'est bien passé. On ne fait que remercier le bon Dieu. Mais comment vous faites pour la mobilisation? Parce qu'il y a du monde là. Il y a du monde. Taladjé, c'est le carrefour du football. Si vous voulez, ici, il y a de l'espace. Il y a du public. À Taladjé, vraiment, les gens aiment beaucoup le football. Et puis, c'est grâce à notre sponsor et beaucoup de gens qui sont en train de nous pousser à vraiment tenir debout jusqu'à ce qu'on arrive à organiser les TGV. Comme vous voyez, il y a beaucoup de monde. Chaque jour, à partir de 16h, dès que vous venez ici à Taladjé, il y a du football. Voilà, le promoteur du TGV Taladjé Embarka Issoufou à cette 7e édition Matin Radio. On va parler maintenant du tournoi de football pour soutenir des familles. Oui, ce tournoi football comme outil de mobilisation de fonds pour venir en aide à plusieurs familles. C'est l'initiative de plusieurs jeunes Nigériens qui se sont donnés comme objectif de créer cette association caritative, mais qui se base sur le football charity, comme ils l'ont appelé. Mais au finish, l'objectif, c'était de venir en aide à des familles nécessiteuses. Et à la fin de cette édition, ils disent avoir mobilisé de quoi venir en aide à 80 familles.
Se servir du football pour initier des actions caritatives, c'est le but de ce tournoi qui a mobilisé 19 équipes. Cette action d'un groupe de jeunes Nigériens vise à venir en aide aux nécessités, surtout en cette période où la solidarité prend tout son sens. C'est un tournoi de football qui engroupe le football et la charité. On a constaté dernièrement avec la situation politique du pays et avec la hausse des prix des denrées alimentaires, beaucoup de familles qui n'ont pas accès aux denrées alimentaires de première nécessité telles que le riz, les pâtes. Et donc on a décidé, nous le comité d'organisation, de faire un tournoi de football pour nourrir vraiment les familles qui en ont le plus besoin. À l'issue du tournoi qui marque le point de départ de ce qui pourrait constituer une initiative durable, les organisateurs se félicitent pour les résultats déjà engrangés. Je peux dire que nos objectifs sont atteints parce qu'on a vraiment eu tout ce qu'on voulait. Nos sponsors, je tiens encore à les remercier, nos donateurs qui sont venus, qui se sont bien comportés avec nous, qui nous ont donné tout ce qu'on a, surtout ce dont on avait besoin. Et aujourd'hui, vraiment Dieu merci, on va pouvoir aider 80 familles et tout ça c'est grâce à tout le monde, tous les spectateurs, les joueurs et nos familles aussi qui nous ont soutenus depuis le départ et aussi grâce aux membres de l'organisation qui ont fait beaucoup de sacrifices pour nous. Et je remercie tout le monde parce qu'on a vraiment pu faire ce qu'on voulait faire. Au-delà de l'objectif principal, le tournoi a permis aux organisateurs de faire vivre un bon spectacle au public à travers l'expression des talents des joueurs engagés. À la fin du tournoi, il n'y a pas eu de perdants, mais simplement des gagnants de part et d'autre. Voilà, il faut soutenir les familles de minuit. Je crois que c'est une très très bonne initiative, Matin Radio. On va aller du côté de la FENIFOOT pour parler du Ménador qui a eu lieu ce samedi à l'hôtel Radisson Blu avec la présence de la légende du football africain, Samuel Eto'o-Fils. Oui, une première édition qui s'est tenue à Niamey. C'est vous qui faites la publicité à quelqu'un qui s'est tenu à Niamey, je dirais tout simplement, avec la présence de Samuel Eto'o-Fils, président de la Fédération camerounaise de football, ancien international camerounais et aujourd'hui membre très influent du football mondial, je dirais, qui était là pour rehausser bien sûr l'éclat de cette première édition qui a mobilisé le monde footballistique national et même au-delà du monde footballistique puisque à cette occasion les invités de marque étaient nombreux. Une seule raison pour rassembler tout ce monde, les talents nigériens qu'on a dû récompenser à l'occasion de cette cérémonie. Il y avait 9 récompenses au total. Mais avant quand même de revenir sur les différentes récompenses et les différents trophées décernés, nous allons écouter quelques extraits d'allocutions qui ont marqué cette première édition du Ménador. Sans aucune forme de triomphalisme, la présente cérémonie illustre à souhait l'aboutissement des efforts déployés sur une décennie de gouvernance qui s'est attaquée à de nombreux chantiers prioritaires pour conférer cette image reluisante au football national. Pour revenir à cette cérémonie qui nous réunit ce soir, elle vise à célébrer dans différentes catégories les footballeurs nigériens qui se sont distingués au cours de la saison sportive écoulée. Cependant, son originalité réside dans sa dénomination, le Ménador, symbole de son ancrage dans nos réalités culturelles, mieux sublime le nom de nos sélections nationales. C'est le lieu de remercier tous les partenaires qui nous ont accompagnés dans la concrétisation de cet événement sportif. Permettez-moi de faire une mention exceptionnelle à notre hôte de marque, M. Samuel Eto'o-Fils. Samuel, tu as toute notre gratitude. Toute notre gratitude à mon cher homologue et cher petit frère, légende de la légende, quadruple ballon d'or africain.
Je voudrais vous dire ici aujourd'hui qu'il a accepté en moins d'une seconde de venir au Niger, sans hésiter, pour rehausser donc cette cérémonie de sa présence et honorer le Niger. Samuel, tu es chez toi et tu le seras à vie. Je ne terminerai pas sans remercier le principal soutien du football nigérien, qui est l'État du Niger, dont l'accompagnement au quotidien n'a jamais fait défaut. Merci de me recevoir chez vous, chez moi. Très cher grand frère Pelé, vous étiez dirigeant, j'étais encore joueur. Et je me posais toujours la question, est-ce qu'un jour j'aurai la chance d'avoir vos responsabilités? Je les ai eues en gagnant une élection. Mais depuis mon arrivée au Niger, comme j'ai eu l'occasion de te le dire aujourd'hui, j'ai appelé un ami, un jeune frère, à vous, un jeune frère à moi, qui est un grand patron, pour lui dire ce que j'ai vu à Niamey. J'étais, je suis et je repars étant fier de ce que j'ai vu. Très fier de ce que j'ai vu. C'est ce visage de l'Afrique que nous aimons voir. Certains ont dit qu'ils aimeraient te voir concile member. Non, grand frère. Je veux te voir gagner un trophée avec notre équipe nationale. Le plus beau cadeau que nos jeunes sœurs, nos enfants, nos jeunes frères peuvent te donner pour ce que tu as apporté et tu apportes à ce football, du moins ce que j'ai vu, grand frère, c'est de gagner. L'organisation de cette soirée du Ménador est une initiative d'une grande importance. Il nous permet de reconnaître et de célébrer les efforts, la persévérance et le succès de nos athlètes. Entraîneurs, arbitres et dirigeants, par cette cérémonie, nous voudrons rendre hommage à tous ceux qui, jour après jour, font vivre le football nigérien, souvent dans des conditions difficiles, mais toujours avec une détermination inébranlable. Sans aucune forme de triomphalisme, la présente cérémonie illustre. Voilà les différentes allocutions de nos responsables. D'abord, celle du président de la Fédération nigérienne de football, et puis la légende du football africain, Samuel Eto'o-Fils, et celle du ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports, Martin Radio. Effectivement, à cette cérémonie, on a constaté quand même ces deux allocutions importantes. Au-delà de ces allocutions, il faut quand même noter qu'il y a eu des prestations entre-temps, et dont vous étiez le maître des cérémonies attitré, bien sûr, à cette première audition. Mais ce qui nous intéresse, c'est quand même les prix décernés aux meilleurs talents, ou je dirais à tous ces joueurs nigériens, tous ces footballeurs nigériens qui se sont illustrés tant au plan national qu'à l'international. Il y avait deux catégories, les joueurs évoluant au plan local et ceux qui évoluaient à l'extérieur, sans oublier les autres acteurs du football nigérien, à savoir les entraîneurs, les arbitres. Il y a eu d'autres catégories qui n'ont pas été soumises à des votes. Par exemple, honorer l'ancienne gloire Diagondi, qui n'avait pas besoin de vote. Tout le monde était unanime que le maestro devait quand même être honoré de son vivant. On a pris la mauvaise habitude d'attendre que les gens disparaissent, et qu'on vienne sur leur tombe pleurnicher, il était une bonne personne ou elle était une bonne personne. Et à ce moment qu'on pense se rappeler qui elle avait été dans cette vie et qu'on l'honore à titre posthume, alors que cette personne aurait bénéficié largement de son vivant, de cette récompense et de cette reconnaissance. Je pense que pour ce qui est du maestro, de l'alpha et l'oméga
du Sahel Sporting Club, le grand Sahel Sporting Club, je dirais pas celui d'aujourd'hui, était juste et était à saluer. Au-delà, il y a eu aussi certaines récompenses qui n'ont pas été soumises à des votes. Par exemple, honorer l'un des vice-présidents de la Fédération nigérienne de football pour ses services rendus. Ça n'a pas été soumis au vote. Et c'est comme aussi honorer le meilleur buteur du championnat. Tout le monde savait d'avance qui était le meilleur buteur du championnat. Il s'agit de Zachary Victorien Adebayor Adjé, qui était le meilleur buteur largement devant ses concurrents, donc il n'a pas été soumis au vote. Maintenant, le reste des autres lauréats, c'était forcément par des votes, soit des journalistes, de la direction technique, de la CCA, et bien sûr le vote populaire, qui a été fait à travers, bien sûr, un réseau de téléphonie mobile de la place. Donc, c'est dire en quelque sorte que tout était réuni pour que la fête soit belle. Le choix des téléspectateurs, le choix des internautes, le choix aussi du comité exécutif, tous ceux qui avaient le droit de vote, Mata Radio, le choix de toutes ces personnes qui ont été récompensées, il n'y a pas eu de commentaires négatifs. Je ne pourrais pas le dire et je ne prendrai pas le risque de le dire. Il y a quand même des appréciations tant en termes de critiques, en termes de félicitations sur les réseaux sociaux, ça et là. C'est normal. Quand vous organisez un événement comme celui-ci, il y a quand même des réactions, qu'elles soient négatives ou positives, il y en aura. Donc pour moi, la cérémonie s'est déroulée. Maintenant, c'est au comité d'organisation et à la Fédération nigérienne de football et ses autres partenaires avec lesquels cette cérémonie a été organisée. C'est à eux de s'asseoir pour faire le point et voir ce qui a bien marché et qu'il va falloir reconduire, et ce qui n'a pas bien marché et qu'il va falloir peut-être abandonner ou arranger, comme on l'a dit. Oui. Et améliorer, l'œuvre humaine n'étant pas parfaite, forcément, il y a des choses qui n'ont pas bien marché, qui ont moins bien marché, ou il y a des choses qui ont bien marché et d'autres très bien marché. C'est en faisant un bilan de tout cela qui va permettre bien sûr à la FENIFOOT, aux autres partenaires parties prenantes de s'asseoir pour décider des conditions d'organisation de la deuxième édition que j'espère aura lieu, parce qu'on se souvient, il y a eu une première édition, ce n'était pas le MENA d'or en ce moment, et après, plus rien. Donc je pense quand même que pour pérenniser, c'est important de ratisser large pour voir. Je pense que c'est parti pour de bon. Voilà. Parce que il y a du sérieux dans ça. Matin Radio, on va aller suivre le temps fort des trophées, la remise, les différentes remises des trophées en images. Qui est offert par l'international CAF, trophée du meilleur joueur étranger. L'arbitre Hamza, de la FIFA, ce soir honoré par la fédération qui reprend, tu reçois le trophée de son mari, n'est-ce pas? Toutes les catégories. 9 buts. Victorien. International. Voilà. Et ils ont été récompensés. Mata Radio, le football féminin n'était pas oublié. Oui, vous l'avez vu sur les images, le football féminin n'a pas été oublié. C'est la compilation des différents trophées qui ont été décernés que vous avez les images. On n'a oublié personne. Donc, je pense quand même que c'est l'ensemble des acteurs du football nigérien qui ont été récompensés. C'est seulement que les joueurs sportifs qu'on a estimés qu'ils n'étaient pas ne méritaient pas peut-être des récompenses. Sinon, c'était si ce trophée a une originalité nationale,
Je pense que les journalistes sportifs aussi sont des acteurs. Et ça m'a permis un peu de comprendre un ancien de ce domaine qui nous disait ne vous attendez pas à des récompenses, on le fera quand vous serez mort. Et ceux qui auront peut-être le temps d'aller à votre inhumation, peut-être vous le rendra. Et je crois que ça a résonné encore une fois dans ma tête lorsque je me suis dit, bon, écoute, on ne peut pas parler d'acteurs du sport de façon générale sans les journalistes sportifs. Effectivement. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Autant on ne peut pas se faire une autopromotion, elle n'aura pas ce goût particulier, autant les gens aussi ne peuvent pas nous oublier. C'est dommage. Et je crois que c'est vrai que j'ai parlé de vote. Les journalistes sportifs ont voté. C'est dire que c'est le médecin qui soigne tout le monde et quand il est malade, il n'y a personne pour prendre soin de lui et c'est dommage. Je pense qu'il va falloir que les gens réfléchissent autrement, il va falloir que les gens voient les choses autrement. Les journalistes sportifs font ce travail qui n'est pas un travail de l'ombre. Parce que quelle que soit la beauté de notre championnat, quelle que soit l'excellence de nos joueurs, de nos talents, s'il n'y a pas ce griot moderne qu'on appelle le journaliste sportif, on ne les entendra pas. Il y en a qui découvrent les joueurs, et je pèse mes mots, il y a des sélectionneurs, il y a des entraîneurs qui découvrent les noms de certains joueurs sur nos plateaux de télé. Et on se souvient d'une de nos émissions ici, à l'époque où François Zawi était là, on a évoqué le nom d'un joueur plusieurs fois. Je crois que c'est vous qui m'avez transmis ces paroles de François Zawi une fois au centre technique où il disait ce joueur dont on parle souvent, c'est qui ce joueur? Et quand il l'a appelé pour un match amical, quand ce joueur est venu pour la première fois, il est revenu vers nous pour nous dire que si ce n'était pas grâce à nous, il ne ferait pas appel à ce joueur. C'est dire combien nous jouons un rôle important. Maintenant, si nous jouons ce rôle important et que lorsque il faut servir la table, qu'on nous demande de céder le siège à quelqu'un d'autre, je pense qu'il va falloir d'aller manger dans la cuisine. On voit les choses autrement. C'est dommage. C'est vrai que ça va faire rire, mais c'est dommage. C'est vrai, il devait quand même penser aux journalistes sportifs. Mais je pense que je dis ça de façon générale. Parce que, vous voyez, il y a tellement d'événements qui se passent. Ce n'est pas peut-être l'émission pour le faire. Peut-être on aura une émission spéciale où on va l'évoquer. Où on se souvient du journaliste lorsque la situation veut basculer. On dit, ah, attention, nous sommes déjà là, il faut des journalistes, et on commence par vous appeler, venez sauver les meubles. Nous ne sommes pas des pompiers. Les pompiers, ils font un travail noble, mais nous ne sommes pas les pompiers. Et je pense quand même qu'on ne peut pas, quel que soit l'événement, mettre le journaliste de façon générale à l'écart. Et dans le domaine sportif, décider que le journaliste sportif ne ferait pas part. Lui, son travail serait juste de reporter l'événement. Et je crois qu'il va falloir peut-être qu'on analyse les choses autrement pour comprendre quel acteur il est, ce journaliste sportif-là. Je pense que la note prise, ils ont marqué dans leur calepin pour la deuxième édition. Certainement, on ne pouvait pas tout, je dirais, comptabiliser. Il n'y avait pas 100 catégories. Oui, mais je crois que c'est noté quelque part, parce que c'est la première, on dit que c'est la première édition. La deuxième édition, tout sera pris en compte. Matin, on va parler de la participation. Oui, tu as quelque chose à ajouter? C'est vrai que quand je l'ai dit, je veux apporter cette précision, elle est très importante. Oui. Autant on honore les anciennes gloires, on honore aussi ceux qui ont fait beaucoup pour ce pays. Il y a des journalistes sportifs qui ont fait des choses pour ce pays et qui ne sont pas de ce monde. Et dont on a complètement enterré la mémoire. Je pense qu'à des événements comme ça, on se serait rappelé, par exemple, pourquoi pas du feu Tikiri, Abdou Tikiri. On se serait rappelé de Solibari. Ces gens qui se sont vraiment investis. On se serait rappelé de notre concert de Télé Sahel aussi. Enfin, pour le sport en général. Qui n'a plus de ce monde et qui s'est battu toute sa vie pour le sport. Donc, la liste, elle est très longue. Il y en a qui sont encore vivants, qui ont fait des choses pour le sport, qui ont voyagé dans des conditions difficiles pour aller ramener l'information sur des sélections qui sont encore en vie, d'autres sont à la retraite, d'autres sont à la retraite et continuent par apporter quelque chose au sport. C'était le
l'occasion peut-être, c'est des occasions comme ça qui doivent permettre de se rappeler. On ne va pas citer les noms, mais je pense qu'il y avait de la place quand même pour honorer ceux qui sont là. Issif Kodo est vivant. On sait ce qu'il a été pour le sport, on aurait quand même pu l'honorer. Donc je pense qu'il va falloir qu'on intègre le journaliste comme un acteur, le journaliste sportif comme un acteur important du sport. Et au-delà, pour cette cérémonie particulièrement, ça aurait été très bien qu'on récompense ne serait-ce qu'un ancien journaliste. Et le journaliste n'est jamais ancien, mais un journaliste sportif qui est aujourd'hui en retrait, ou peut-être honorer la mémoire d'un journaliste sportif qui a tiré sa révérence. Je pense que ça aurait été un service rendu aussi à la corporation. Je pense que Matin Radio, le comité d'organisation a pris note et qu'à la deuxième édition, on pourrait, n'est-ce pas, penser sinon intégrer les journalistes sportifs. On va il vient d'arriver, voilà, on va parler pendant qu'on va ouvrir la page de JO, puisque qui s'est déroulé à Paris, en France, Paris JO 2024. Le Niger n'a pas prié, nous sommes revenus bredouilles. On n'est pas encore revenus. Ouais. Enfin, quand je dis revenus, parce que c'est les lampions. Peut-être qu'on est dans les airs. Oui, les lampions se sont éteints. On n'a pas eu de médaille. Ce qui, d'ailleurs, ce n'est pas le Niger seul. Cette année, l'Afrique n'a pas brillé au JO. Damana Aboulaye qui vient de faire son entrée. Attention, son micro. Bon, on va parler comme ça, tu vas utiliser notre micro, je crois. Oui. Alors, le Niger n'a pas brillé. On avait espoir que AlphaGa nous ramène au moins une médaille, éliminée au premier tour. Il n'y a pas de premier tour. Enfin, quand je dis premier tour, premier combat, déjà, l'espoir était carrément cassé. Damana, tu as ton micro. Hein. Non, il va utiliser les autres micros parce que ça va le prendre. Seulement qu'il va parler peut-être très fort. Très fort. Oui, j'ai Damana Aboulaye. Allez-y. Mais tu l'accueilles. Oui, j'essaie de sauver son micro, mais jusqu'à présent, oui. Bon, écoutez, il va parler ce micro, le micro va récupérer. Voilà, tu vas crier. Matin Radio, Damana Aboulaye, d'abord, bonsoir. Bonsoir Nassir, bonsoir à tous les téléspectateurs et auditeurs du canal. Je prie que ce soit le plateau et au niveau des auditeurs. Je présente mes excuses pour ce retard indépendamment de ma volonté. Oui, tu étais bloqué dans un embouteillage. Voilà, on sait que Damana Aboulaye est toujours dans les affaires, c'est normal. Là, on a presque tout parcouru. On parle maintenant de la participation du Niger au JO Paris 2024. Nos représentants n'ont pas brillé, le Niger n'a pas brillé. Nos représentants n'ont pas brillé, le Niger n'a pas brillé. Je crois que ce superlatif-là, ça peut coller quand même aux performances que nos représentants ont eu à démontrer du côté de Paris. Je crois que d'abord, l'échec permet d'abord un peu, si vous voulez, de rebondir et de savoir à quel point on est vraiment en retard. Si on doit faire le bilan, nous dirons que le bilan, il n'y a rien à tirer dedans parce que au moins nous avons fondé espoir pour au moins avoir une ou deux médailles parce que je sais que la majorité des Nigériens ont fondé l'espoir de se retrouver avec au moins une ou deux médailles. D'autres qui ont poussé beaucoup plus haut, ont voulu même entendre retentir l'hymne national l'honneur de la patrie à Paris. Je crois que tout cela a été une déception. Mais on peut aussi analyser, je crois qu'avec beaucoup plus de recul, les gens comprendront pourquoi le Niger peut-être n'a pas pu avoir cette performance qu'on voulait. D'abord, au regard des disciplines, il faut le dire, il n'y a que 3 athlètes qui se sont qualifiés
Donc les autres, c'est juste quand même des invitations. Quand vous êtes invité à une si grande compétition comme les JO, il ne faut pas que vos supporters ou votre pays attendent quelque chose de vous, parce que vous n'avez même pas pu faire le minimum pour vous faire qualifier. Vous êtes invité par cette discipline au niveau d'une épreuve pour vous donner la chance au moins de faire les préliminaires. Les 3 qualifiés, moi personnellement, je ne me suis pas attardé, c'est sur les 3 que j'ai tenté de me faire une petite idée. C'est d'abord en scrim, en taekwondo. Donc, moi personnellement, mon espoir était beaucoup plus sur le jeune Tissili, parce que lui, c'est vrai que c'est pour une première fois, mais je l'avais attendu pour qu'il crée au moins la sensation, cette forte sensation, même s'il ne peut pas avoir un métal, qu'il crée au moins la sensation au niveau du pays, au niveau des supporters, et déjà frapper dans l'œil de ces challengers pour leur dire attention, je viens avec force, parce qu'il est en train de frapper fort au niveau de la porte de l'élite, parce qu'il s'est donné les moyens de se qualifier. Pour le cas de Alphaga, c'est là que les Nigériens ont beaucoup espéré. Mais moi personnellement, je l'ai dit, hein, Alphaga c'est notre icône, c'est tout, mais des fois il ne faut pas aussi tomber dans la tentation ou la facilité. Les techniciens ou ceux qui suivent quand même le taekwondo au haut niveau le savent. Alphaga, il revient d'une blessure. D'abord il a mis du temps avant de se faire opérer. La rééducation a pris son temps. Il a pris un petit temps avant de retrouver les tatamis. Pendant ce temps, les gens qui étaient de l'autre côté, ses adversaires, s'entraînaient et continuaient déjà à se parfaire et à se peaufiner. Ça, c'est un. Deux, personnellement, je l'ai dit, Alphaga dans le temps s'est qualifié au niveau du ranking. Ça veut dire que c'est un classement au niveau mondial qui te permet de te qualifier directement. Donc, je crois que dans le temps, je ne sais pas, peut-être que ça peut changer chaque année, mais je sais que dans le temps, les 6 premiers au monde, le top 6 est qualifié d'office. Et ça permet au pays de ces 6-là d'avoir une autre place pour aller challenger. Alors que pour ces jeux, Alphaga était contraint de revenir sur le continent, parce qu'il y a 2 phases de se qualifier. Soit vous vous qualifiez à travers le ranking directement, ou vous revenez sur votre continent, faire les jeux de votre continent. Alphaga est revenu en Afrique et aller au Sénégal pour les jeux africains du Sénégal pour se qualifier au même titre que Tissili. Donc, ça voudra dire que déjà, si on doit s'appesantir sur le niveau graduel de ses concurrents, il y a déjà minimum 6 athlètes qui sont high-tech que lui au cours de cette saison. Donc, là, sauf cas de force majeure, sinon d'habitude, c'est vrai qu'il y a des surprises. Hein. Il y a des surprises, parce qu'on l'a vu au judo avec Jean Gaba avec la France qui allait jusqu'en finale, alors qu'il n'était même pas connu, même en France, à plus forte raison au niveau mondial. Sauf catastrophe, des fois quand vous venez sur le continent pour vous qualifier, c'est très très difficile d'abattre les 6 autres qui se qualifient directement au ranking. Donc personnellement j'avais fondé espoir parce que lui au moins il était au haut niveau. On a toujours dit, les experts continuent à le dire, c'est plus facile d'aller au haut niveau, mais c'est très très difficile d'y s'y maintenir. Donc voilà ce que, en tout cas moi je crois que maintenant il faut se projeter, parce que je l'ai dit, le premier échec sous-entend déjà la première victoire, parce que à coup sûr vous aurez gagné quelque chose. Mandela l'a dit, que ce soit en compétition, en élection, on ne perd jamais parce qu'au moins on gagne en expérience. Donc je crois que pour le jeune Tissili, il va falloir déjà le préparer pour 2028. Et Alphaga, s'il a encore la force et le côté mental pour continuer, parce que ça lui fait déjà quand même 12 ans, hein. Il était à Rio. Il était à Tokyo, ça fait 8 ans. De Tokyo à Paris, ça fait 4 ans. Donc ça fait déjà 12 ans. Il prend de l'âge. Voilà, donc vous voyez, au niveau si vous faites 12 ans, je crois que ça va être très très difficile, hein, avec les jeunes qui viennent derrière, comme on dit. Voilà. Damana, rapidement, hein, tu n'étais pas là à en parler du Minador. Ouais, tu fais partie du comité
d'organisation. Ça s'est passé le samedi. Martin disait tout à l'heure qu'il fallait au moins se penser aux journalistes, ceux qui sont là et ceux qui sont partis, même si c'est à titre posthume. Toi, en tant que membre du comité d'organisation, comment déjà tu as trouvé cette soirée qui a fait venir spécialement, je dirais, Samuel Eto'o? Alors, moi, je crois que la soirée où l'organisation... L'organisation, oui. Voilà, le MENA d'or, moi, je classe ça en 3 catégories oui. Pour ma personne. D'abord, le fait qu'on puisse ramener le MENA d'or, c'est une très belle initiative. Parce qu'à chaque fois, quand vous mettez des gens à l'épreuve, il va falloir les récompenser. Le Niger a eu à le faire à 2 reprises. C'était la 3e édition, même s'il y a eu un temps mort entre la 2e et la 3e édition, mais c'est toujours bien de célébrer l'excellence, c'est toujours bien de sanctionner positivement ceux qui ont marqué le championnat, ceux qui se sont donnés à fond pour nous faire vibrer et faire honneur à ce championnat que nous avons et à ce drapeau sous lequel nous sommes tous soumis. Donc ça, c'est une très belle chose. Je crois que même si cette année, la FENIFOOT n'aurait pas pu le faire, la FENIFOOT devrait se donner les moyens de le faire. Maintenant, par rapport à l'organisation en tant que telle, l'organisation, c'est vrai que ça a connu, Siliman l'a reconnu, qui est le président du comité d'organisation. Il dit qu'il y a eu vraiment des coquilles dedans et qu'ils prennent acte, ils vont corriger avec le temps. Donc je ferai économie si lui-même, qui est le président du comité d'organisation, il accepte et reconnaît qu'il y a eu quelques ratés dedans. Je me dis que c'est déjà bien. Maintenant, la soirée en tant que telle, je me dis que c'est une soirée qui s'est très bien déroulée. Il y a au moins la présence de Eto'o, rien qu'à cela, l'éclat que la présence d'une telle légende mondiale, parce que Eto'o dépasse carrément le continent africain. S'il doit y avoir vraiment, je ne sais pas, un terme d'interplanétaire, c'est vraiment des stars interplanétaires. Si on pouvait avoir d'autres connexions avec d'autres planètes, mais je crois que la FENIFOOT a fait fort de l'amener ici, parce que tout le monde sait que c'est que Eto'o, et le fait de l'avoir mis en contact, même si c'est ce petit temps-là, avec les jeunes et le monde du sport, je crois que ça va booster quelques jeunes à aller chercher. Il a beaucoup donné, les jeunes ont reçu beaucoup de conseils. Beaucoup de conseils, surtout à la personne d'Adebayor, ça quand même c'est devant tout le monde, donc nous osons espérer que les conseils ont été bien encaissés par les concernés et que ça va permettre au moins aux jeunes d'éclore et de le prendre comme exemple. Matin Radio, avant de partir, parce que là tu n'as rien dit sur le JO en quelques secondes, parce que là notre réalisateur Tidjani me fait signe. Je crois que je ne dirais pas plus que Damana, c'est un échec, il faut le prendre comme tel. Et moi, le côté que je voudrais, on va peut-être revenir à notre prochaine émission. C'est quand même de demander aux gens de tirer des leçons de ce deuxième échec, puisqu'il y a eu l'échec du Japon et de Tokyo, de tirer des leçons de ce deuxième échec qui sonne comme un avertissement. On ne peut pas monter et après retomber à 0-0. Il va falloir qu'on revoie nos considérations, qu'on revoie notre façon de travailler, qu'on revoie notre façon même de gérer le monde olympique du Niger, pour que désormais on puisse être sûr que quand on ira au JO prochain, qu'on ramène quelque chose. Bon, comme Damana aime le dire, un métal, pour qu'on revienne avec un métal. Quelle qu'en soit la couleur. Voilà. Merci beaucoup Damana Boulaye. Tu es revenu vers la fin de cette émission, mais quand même, tu es intervenu pour parler du trophée également des JO. Matière Radio, quelque chose à ajouter avant de quitter on nous dit que le temps est épuisé. Oui, parce que là, Tidjani est en train de nous presser de dégapi ce studio. Tidjani, réalisation,
Lawali Magaji caméra avec Fessal. On dira merci à tous nos téléspectateurs qui nous regardent au Niger et à l'extérieur, bien sûr, de notre pays. Monsieur Saber, Elite Pressing depuis Yantala, deuxième forage. Et puis mon ami et frère Eladj Mokhtar de Bokoki. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de 100% Sport. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu bénisse le Niger. Au revoir.